Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Nous sommes ravis donc de vous retrouver pour cette nouvelle série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à la négociation collective dans le secteur de la santé avec des notions fondamentales et pratiques exemplaires. Et ce webinaire sera offert en partenariat avec le réseau Franco-Santé du sud de l'Ontario. Donc, avant de commencer, laissez-moi donc vous présenter la Société santé en français pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un regroupement national, pardon, dynamique, qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux qui œuvrent à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant d'aller plus loin, la Société santé en français tient à reconnaître que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Donc, l'objectif de ce webinaire et de tous nos webinaires en général est triple. C'est lui d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, ainsi que de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Sébastien Huard, donc, qui est avocat au cabinet Emond Harden. Donc, bonjour Sébastien, nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Gabriel aussi, donc, qui fait partie du réseau de santé du sud de l'Ontario. Donc, quelques mots à propos de notre invité. Donc, Sébastien est parfaitement bilingue, donc il jouit d'une expérience considérable dans les secteurs public et privé, et particulièrement en ce qui concerne l'administration municipale, le gouvernement fédéral, les soins de santé et le transport. Il est diplômé des programmes de Common Law et de droit civil de l'Université d'Ottawa, et il offre des conseils en matière de contrôle judiciaire, d'arbitrage en relation de travail, de demande pour congédiement injustifié, de questions de gouvernance, de droits de la personne, de négociations collectives, de différends du travail, de demandes présentées auprès de la CSPAT, je ne connais pas l'acronyme, mais je pense que Sébastien pourra nous éclairer là-dessus, de questions liées à la vie privée et d'instance à la Commission des relations de travail de l'Ontario et à la Commission de la relation de travail dans la fonction publique. Vous l'aurez compris, si vous avez un problème en droit du travail, Sébastien est là. Donc, quelques mots donc, de logistique avant de débuter. Nos participants donc, sont sur sourdine automatiquement, mais vous pouvez toujours poser vos questions, donc ou bien dans la boîte de chat, ou bien dans la boîte Q&A, et nous pourrons répondre à ces questions-là dès que Sébastien aura fini sa présentation. Il y aura également un sondage interactif que vous serez donc invité à remplir. Il est facultatif et anonyme. Et enfin, donc, ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le retrouver aussi bien sur le site de la Société Santé en français que sur la plateforme Accès Équité, dont vous aurez le lien donc, dans la boîte de chat. Sans plus tarder, je stoppe cette présentation et j'invite Sébastien à prendre la parole. Merci Adam, puis merci au réseau Franco-Santé là, du sud de l'Ontario, puis également la Société Santé en français de m'avoir invité là, de vous entretenir aujourd'hui sur la question des négociations en matière de négociation collective. Et donc, je vais débuter la présentation. Alors, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de traiter là, des principes de base au niveau de la négociation, au niveau de, au niveau de la négociation collective et puis des meilleures pratiques. Puis également un volet qui porte sur la question du français en milieu de travail et puis les considérations juridiques à ce niveau-là. Donc, on va parler dans un premier temps des principes de base au niveau de la négociation en matière de convention collective. Donc, lorsqu'on est un employé syndiqué, c'est la convention collective qui va dicter les conditions de travail des employés. Donc, c'est le contrat, c'est le point de départ pour déterminer quelles seront les conditions de travail de tous les employés. Puis, évidemment, en l'absence d'une convention collective pour les employés qui sont non syndiqués, ça va être soit un contrat d'emploi, un contrat de travail qui va prescrire les conditions d'emploi d'un employé. Mais lorsqu'on est un employé syndiqué, donc représenté par un agent négociateur, donc que ce soit QP, que ce soit ou le CFP en français, OPSU, le CEF qui est la version française de OPSU, ou d'autres syndicats, mais à ce moment-là, c'est
un syndicat, un agent négociateur qui va agir au nom d'un groupe d'employés pour déterminer les conditions de travail de ces personnes-là par rapport à une série de conditions de travail tant financières que non financières. Donc, lorsqu'on est syndiqué, ce que ça veut dire en termes concrets, c'est qu'il n'y a pas de contrat d'emploi individuel, comme j'expliquais, c'est la convention collective qui va prescrire les conditions de travail des employés. Et la conséquence pour un employeur, lorsqu'on est syndiqué, c'est qu'on ne peut pas négocier directement avec les employés les conditions de travail qui iraient à l'encontre de la convention collective. Et souvent, d'ailleurs, on va voir dans les conventions collectives, c'est une disposition assez standard, usuelle, où on va prescrire que l'employeur ne peut pas négocier des conditions de travail directement avec les employés, puis tout particulièrement des conditions de travail qui iraient à l'encontre des dispositions strictes de la convention collective. Donc, à titre d'exemple, vous ne pourriez pas rencontrer un employé, puis un employé qui gagne, par exemple, 30 de l'heure, et puis la grille salariale prévoit qu'un employé occupant un poste de cette classification-là, par exemple un poste de conseiller à titre d'exemple, et lui offrir un salaire supérieur qui n'est pas prévu ou prescrit par la convention collective. Donc, à ce moment-là, le syndicat pourrait déposer un grief en disant, employeur, vous avez négocié, vous avez offert une condition de travail qui n'est pas prescrite par la convention collective. Donc, lorsqu'on est syndiqué, évidemment, comme la deuxième piste le prévoit, la convention collective devient le contrat de travail qui va régir les conditions de travail des employés. Et lorsqu'on parle de négociation d'une convention collective, mais ça suppose des discussions, des compromis entre l'employeur et le syndicat. Puis on va parler un petit peu du déroulement d'une séance de négociation, comment ça se passe. C'est toujours le fruit d'un compromis, l'art de ce qui est possible et eu égard aux conditions du travail, eu égard aux conditions du marché, y incluant des situations de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est ce que c'est une convention collective. Donc, autre considération qui est importante, donc, la convention collective, ça, c'est un document légal, le contrat. Évidemment, ça se fait en tenant compte des dispositions législatives applicables aux différentes juridictions au Canada. Donc, pour un employeur qui est, par exemple, situé en Ontario, donc la loi sur les relations de travail de l'Ontario va prévoir le mécanisme applicable pour la négociation collective. Ce que je veux dire par ça, les avis qui doivent être donnés, si le syndicat ou l'employeur veulent déposer une plainte pour pratique déloyale, il le ferait à la Commission des relations de travail de l'Ontario. Tout le mécanisme qui découle du processus de conciliation, puis j'en parlerai plus tard dans le cadre de la présentation. Alors ça, c'est la loi sur les relations de travail qui va régir l'aspect des employés syndiqués et à ça s'ajoute une série de lois. Par exemple, ici en Ontario, la loi sur les normes d'emploi de l'Ontario qui va donner la base, le seuil minimal au niveau, par exemple, des questions de vacances, des congés de fériés, des heures de travail. Et à ça s'ajoute la loi sur les accidents du travail, pour les employeurs qui adhèrent ou qui doivent adhérer au régime de la CESPAT. C'est ce que Adam expliquait. Donc, c'est la commission de la santé pour les accidents du travail. Donc, en anglais, on appelle ça le WSIB, c'est en Ontario. Et à ça, également s'ajoute la loi sur la santé et la sécurité au travail, donc les obligations d'un employeur d'assurer la sécurité de son milieu, tant au plan physique que les situations liées au harcèlement au milieu du travail. Donc, quand on négocie, tout ça pour dire que lorsqu'on négocie une convention collective, il faut tenir compte de tous ces éléments-là législatifs applicables à la province dans laquelle vous opérez. Donc, et puis évidemment, si on est sous juridiction fédérale, mais ça va être évidemment le Code canadien du travail qui va dicter les conditions applicables. Puis dans le secteur de la santé, évidemment, ce sont des responsabilités d'ordre provincial. Donc, ça va être les lois qui s'appliquent dans les 10 provinces ou les 3 territoires qui vont déterminer là,
les obligations des employeurs au niveau de la convention collective et puis toutes leurs obligations minimales qu'ils doivent respecter à titre d'employeur dans la province dans laquelle ils opèrent. Donc. Et une chose qui est importante à ajouter, c'est qu'un employeur ne peut pas, comme un syndicat ne pourrait pas, négocier des conditions de travail qui s'inscriraient en faux avec une loi. Puis ce que je veux dire par ça, c'est qu'on ne pourrait pas accorder des conditions de travail qui seraient moindres que ce que la loi prescrit. Par exemple, on ne pourrait pas introduire un régime de vacances, même si c'est librement accepté par les parties, dans le cadre d'une convention collective, des dispositions au niveau des vacances qui seraient moins généreuses que ce que la loi sur les normes d'emploi de la province qui va encadrer les activités légales de l'employeur, de l'employé du syndicat dans la province dans laquelle l'employeur a son établissement. Alors, c'est important, évidemment, dans toutes ces négociations-là, de s'assurer de respecter les dispositions minimales de la loi. Donc, lorsqu'on parle de négociation de convention collective, de cadre légal, comme j'expliquais, chaque province va avoir sa loi qui va prescrire des délais pour entamer les négociations. Donc, évidemment, comme on peut voir à l'écran, l'échéancier pour les négociations. Donc, il faut donner un avis pour entamer les négociations. Donc, l'avis, normalement, va venir du syndicat. C'est-à-dire, on vous avise, employeur, qu'on veut entamer les négociations, puis l'employeur doit entamer ces négociations-là dans un délai assez strict. Évidemment, il y a des variabilités dans chacune des provinces. Par exemple, en Ontario, c'est 15 jours, puis d'autres provinces, là, ça va être un autre délai. Autre considération importante, lorsqu'on est en négociation d'une convention collective, il y a un principe qui s'appelle le gel des conditions de travail, donc le gel statutaire. Ce qui veut dire que lorsque les parties négocient, l'employeur ne peut pas modifier les conditions de travail. Donc, à moins que ce soit des changements qui sont anticipés, usuels. Puis je vais revenir à cette question-là dans quelques instants. Mais donc, on ne peut pas faire des modifications pendant ce gel statutaire-là. L'autre obligation qui est importante, c'est l'obligation de négocier de bonne foi. Donc, l'obligation de faire des efforts raisonnables, de conclure une convention collective. Ça ne veut pas dire, par contre, que vous ne pouvez pas prendre des positions tranchantes, des positions qui sont oppositionnelles. Il faut qu'il y ait une base raisonnable par rapport à votre position pour y dire on ne peut pas augmenter les salaires parce que on a une situation financière qui est précaire. Et même si le syndicat dit que vous négociez de mauvaise foi, l'argument, le syndicat aurait, selon moi, des difficultés à avoir gain de cause par rapport à cet argument-là parce que vous le faites, il y a une base raisonnable économique pour laquelle vous avez pris cette décision-là. Donc, dans le cadre des lois sur les relations de travail de chacune des provinces, donc la plupart d'entre elles vont prévoir ce qu'on appelle un processus de résolution des disputes. Donc, un processus de conciliation, de médiation. Donc, ce qui veut dire que les parties négocient une convention collective, n'arrivent pas à conclure entre eux une nouvelle convention collective. Donc là, à ce moment-là, un fonctionnaire de la province va venir assister les parties dans le cadre d'un processus de conciliation à aider les parties à négocier une convention. Et ces personnes-là n'ont pas un pouvoir de contraindre les parties par rapport à un résultat quelconque. Là. Ils sont là pour aider les parties à faciliter le processus, les aider à trouver un terrain d'entente. Outre il y a des exceptions à la question de la grève ou lockout. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que, par exemple, dans le milieu de la santé, en Ontario, par exemple, on a une loi qui s'appelle HILDA, qui fait en sorte que si les parties n'arrivent pas à conclure librement une convention collective, ils peuvent à ce moment-là, ils auront recours au processus d'arbitrage d'intérêt. En anglais, on appelle ça interest arbitration. Donc, c'est devant un arbitre qui est choisi par les parties ou par le ministère du Travail.
et qui va déterminer les conditions de travail des parties parce que les parties n'arrivent pas à s'entendre. Donc, c'est un processus qui est obligatoire. Et la conséquence de tout ça, c'est que les parties ne peuvent pas faire une grève ou un lockout. Donc, en l'absence d'un régime d'exception d'une loi qui permet aux employés euh, qui fait en sorte que les employés ou un syndicat ne peuvent faire la grève ou un lockout, euh, la règle de base, c'est qu'en l'absence d'une entente, ben, à ce moment-là, le syndicat ou l'employeur peut essentiellement exercer des moyens de pression. Dans le cas du syndicat, c'est de faire la grève, et dans le cas d'un employeur, c'est de mettre ses employés en walkout. Donc, c'est-à-dire de leur dire, vous ne rentrez plus au travail et pour la durée du conflit de travail. Donc, ce sont ce qu'on appelle des moyens de pression. Dans certaines provinces, on va avoir ce qu'on appelle, on va désigner des services essentiels. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que les employés auront la possibilité de faire la grève, mais il y a un processus qui va prévoir qu'on doit conclure une entente par rapport à des services essentiels et avant, par exemple, qu'un conflit de travail soit déclenché. Donc, pour assurer la continuité des services. On voit ça, par exemple, avec les paramédics. Par exemple, ici en Ontario, où les paramédics doivent euh, conclure une entente de services essentiels, en anglais, on appelle ça un ESA, avant de pouvoir, s'ils le choisissent, d'entamer des moyens de pression. Donc, dans une convention collective, puis je vais y revenir, il y a ce qu'on appelle les dispositions obligatoires. Donc, certaines lois dans les différentes provinces vont prévoir qu'il y a des dispositions obligatoires. Par exemple, un processus de règlement des griefs, griefs étant une plainte où le syndicat ou l'employeur vont dire il y a eu violation de la convention collective et donc quel est le mécanisme pour résoudre ce différend-là, ce conflit-là entre les parties. Et donc, on va avoir un mécanisme qui doit être prévu dans la convention collective, dont notamment le processus de grief. Donc, par exemple, en Ontario, ce serait un des exemples où on doit avoir un mécanisme de règlement des différends. Autre chose également, l'application de la convention collective, donc évidemment la durée de la convention collective, d'autres considérations également, la cessation du droit de négocier. Donc, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, l'une ou l'autre des parties décide que les négociations ne sont plus fructueuses. Donc, les parties vont cesser de négocier puis exercer des moyens de pression ou, comme l'exemple que je vous donnais, les parties vont aller en arbitrage d'intérêt lorsque la loi le prescrit ou si les parties librement, même si une loi ne le prévoit pas, vont choisir, pour éviter un conflit de travail, de remettre la question par entente volontaire et mutuelle à un arbitre qui va trancher les questions restantes entre les parties. Autre chose également, ce qu'on appelle des pratiques déloyales. En anglais, on appelle ça Unfair Labor Practice Complaints. Donc, c'est lorsque le syndicat ou l'employeur estime que il y a eu des pratiques déloyales. Donc, un exemple, c'est, par exemple, de la part d'un employeur, c'est si les employés décidaient, pendant la durée d'une convention collective, de faire la grève. Et puis, lorsqu'il y a une convention collective qui est en vigueur, le syndicat ne peut pas faire la grève. Donc, ça constituerait une pratique déloyale. Une autre pratique déloyale pourrait être le fait de négocier de mauvaise foi. Donc, ce sont des plaintes qui vont être adressées aux différentes commissions des relations de travail dans les provinces, dans les 10 provinces ou les 3 territoires. Donc, au niveau dans le secteur de la santé, comme vous pouvez voir à l'écran, le processus de négociation dans le secteur de la santé, il y a beaucoup de variabilité dans chacune des provinces, là. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a différentes structures qui existent dans les provinces où, par exemple, certaines négociations vont se faire de manière centrale ou locale. Donc, par exemple, il y aurait des conventions collectives qui vont être négociées pour l'ensemble des hôpitaux en Ontario ou ailleurs dans les différentes provinces et certaines questions locales qui vont être adressées par les
de manière individuelle par les établissements, des questions qui sont plus opérationnelles et particulières à chacun des établissements. Donc, ça, c'est une des structures qui va exister. Il peut y avoir également ce qu'on appelle une convention collective pour l'ensemble de la province, pour, par exemple, des groupes de professionnels, du personnel de soutien, des PSSP ou du personnel infirmier. Et des fois, il peut y avoir ce qu'on appelle une participation d'organisations multi-employeurs. Donc, par exemple, le OHA, Ontario Hospital Association, ou par exemple, en Colombie-Britannique, le Health Employers Association of British Columbia. Donc, ce sont des organismes qui vont négocier au nom, dans ce cas-ci, de OHA, au nom des hôpitaux ontariens, des conditions centrales qui vont s'appliquer à l'ensemble des hôpitaux qui participent à ces négociations-là. Et ça peut, évidemment, dans le cadre de négociations centrales, ça suppose qu'il va y avoir une participation de plusieurs syndicats. Donc, il y a différentes structures législatives qui existent au niveau là, de la négociation. Donc, par exemple, en Ontario, je vais vous donner l'exemple d'autres provinces, comme j'expliquais, le OHA, l'Ontario Hospital Association, qui va représenter les intérêts des hôpitaux participants, et puis plusieurs syndicats, dont ONA, qui représente les infirmières, APSU, qui va représenter les employés paramédicaux, donc physiothérapeutes, psychologues, etc., ou dans le cas de QP, avec ce qu'on appelle l'Ontario Council of Hospital Union, le OCHU, ou SCIU, qui est un autre syndicat pour les infirmières praticiennes, RPN en anglais, les employés cléricaux, etc. Et donc, ces groupes-là vont négocier ce qu'on appelle une entente centrale qui va s'appliquer à l'ensemble des hôpitaux participants, et il y aura des ententes locales qui vont être conclues entre le syndicat et chaque hôpital par rapport à des questions opérationnelles. Puis, par exemple, en Colombie-Britannique, avec le Health Employers Association of British Columbia, eux vont négocier 6 ententes provinciales pour ce qui va couvrir des infirmières, d'autres professionnels de la santé, des résidents et d'autres membres du personnel. Là. Et ces ententes-là, ça va être par exemple au niveau des paramédics et d'autres groupes, là, les infirmières, Residence Doctors of BC. Donc, c'est 6 ententes qui vont s'appliquer à l'ensemble de la province. Donc, ça, c'est un des modèles qui existent. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, les conventions collectives sont négociées par le gouvernement provincial, par opposition ici en Ontario, ça va se faire entre les hôpitaux et les syndicats, évidemment sous un chapiteau d'une structure centrale qui est chapeautée par le Ontario Hospital Association. Donc, parlons maintenant des différentes étapes de la négociation d'une convention collective. Donc, comme j'expliquais, première étape, c'est on va donner un avis, donc ça peut être un courriel, ça peut être une lettre, soit de l'employeur ou du syndicat, dans lequel on avise l'autre partie qu'on veut entamer une négociation. Et au cours de ce processus-là, il y a ce qu'on appelle un gel statutaire. Donc, les conditions de travail demeurent statiques. Donc, il faut respecter la convention collective qui est en place, même si la convention collective, elle est échue. Donc, il faut continuer de respecter les conditions de travail qui sont en vigueur. Il y a une obligation, comme j'expliquais, de négocier de bonne foi, donc de faire des efforts raisonnables pour conclure une convention collective. Donc, un exemple de négociation de mauvaise foi, c'est si, par exemple, l'employeur adoptait des positions qui étaient complètement injustifiées et dont l'objectif est de frustrer le processus de négociation au point tel que, essentiellement, l'employeur est en train, ou le syndicat, est en train de se livrer à un exercice de négociation de surface. Là. En anglais, on va utiliser l'expression surface bargaining. Là. Donc, il y a également un processus de conciliation, donc c'est-à-dire les parties n'arrivent pas à s'entendre, on va faire appel à un conciliateur pour aider les parties à trouver un terrain d'entente. Et souvent, le conciliateur va
si ce processus-là est non fructueux, les parties pourraient aller en arbitrage. Par exemple, si en Ontario, dans le secteur de la santé, on irait d'un arbitre d'intérêt, interest arbitration, pour les employeurs qui sont couverts par une loi qui s'appelle HILDA. Donc, c'est la loi qui traite, entre autres, la question du règlement des différends lorsque les parties n'arrivent pas à s'entendre à la table de négociation. Donc, c'est les hôpitaux, les soins de longue durée, etc. Et il y a également la possibilité de faire ce qu'on appelle un vote de dernière offre, donc c'est-à-dire on va exiger que le syndicat présente une offre aux membres. Donc, et si le syndicat refuse, on peut demander ce qu'on appelle un vote supervisé. Donc, un vote qui va être encadré par le ministère. Donc, ça, ce serait le cas, par exemple, en Ontario, où on peut exiger la tenue d'un tel vote-là. Et si les parties n'arrivent pas à conclure une entente, il y a toujours la possibilité d'une grève ou d'un lockout. Donc, il y a différents délais qui existent dans les différentes provinces pour entamer là, une grève ou un lockout. Par exemple, en Ontario, c'est 17 jours après le no board, qui est un avis qui est émis par le conciliateur qui dit que les parties n'ont pas pu s'entendre. Et à ce moment-là, ça permet aux parties de faire la grève ou un lockout, à l'exception évidemment des secteurs où ils sont tenus d'aller en arbitrage d'intérêt. Et si les parties arrivent à la table à conclure une entente de principe, à ce moment-là, les parties doivent faire ratifier cette entente-là par la membriété, donc par les membres du syndicat. Et les membres ont à ce moment-là l'opportunité d'accepter ou de rejeter l'offre. Donc, c'est le régime qui existe là, en Ontario. Pas en Ontario, mais les principes de base qui existent là, par rapport à cette question-là. Alors, on passe à la prochaine diapositive. Donc, au niveau du processus de négociation, lorsqu'on parle de l'avis, de l'intention de négocier, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est chaque province, évidemment, va stipuler des délais différents. Évidemment, les parties peuvent convenir autrement. Donc, même si la loi dit vous devez commencer à négocier dans les 15 jours, souvent les parties vont choisir d'autres dates mutuellement, puis ça, c'est tout à fait correct. Et puis, dans certaines provinces, si aucun avis est donné, on va présumer que l'avis a été donné si par exemple, une situation où la convention collective est échue. En tout cas, il y a différentes dispositions législatives dans chacune des provinces. Là. Donc, généralement, le délai pour entamer les négociations va se situer entre 10 à 20 jours. Et au Québec et en Saskatchewan, on ne prévoit pas un délai prescrit, mais qu'on doit entamer les négociations le plus tôt possible dans les meilleurs délais. Là. On utilise les mots diligently ou immediately, donc immédiatement. Donc, et puis, lorsque l'avis est donné, les parties doivent entamer les négociations. Donc, techniquement, l'avis est donné, l'employeur dit je ne vous rencontre pas dans les délais prescrits, le syndicat pourrait à la limite déposer une plainte en disant l'employeur ne respecte pas son obligation d'entamer les négociations dans les délais prescrits. Là. Ensuite, lorsqu'on parle de gel des conditions de travail, donc ce que ça veut dire, c'est que les salaires, toutes les conditions de travail se retrouvant dans la convention collective, alors que les parties sont en situation de négociation, doivent être maintenues. Et doivent être maintenues à l'exception, sauf si, évidemment, le syndicat convient de ces modifications-là. La durée du gel statutaire va varier selon les provinces. Si généralement, si par exemple, une fois que les parties sont en situation de grève ou de lockout, à ce moment-là, le gel statutaire ne s'applique plus. Ce qui veut dire, par exemple, en Ontario, s'il y a un employeur, les parties sont en position de grève ou de lockout, l'employeur peut modifier les conditions de travail. Donc, on peut dire aux employés, vous pouvez revenir travailler, pendant que je vous ai imposé un lockout, mais voici mes conditions de travail que je vous impose.
Il y a des exceptions. Donc, par rapport à la question de la modification des conditions de travail selon les différentes provinces. Mais au niveau de la question du gel statutaire, le principe de base, c'est qu'on ne peut pas modifier les conditions de travail. Évidemment, il y a ce qu'on appelle il y a un principe des pratiques usuelles, donc attendues. Donc, si par exemple, il y avait une restructuration qui était anticipée, prévue, ça ne vous empêche pas de faire des restructurations, surtout que ce n'est pas fait parce que les parties sont en négociation. C'était quelque chose qui a été anticipé, prévu. Il y a un test en anglais, on appelle business as usual, où on peut apporter certaines modifications. Là. Donc, puis en Alberta, c'est par exemple aux coutumes ou pratiques usuelles, ou en Colombie-Britannique, on peut faire une requête auprès de la commission. En tout cas, il y a toutes sortes d'exceptions à cette règle-là, mais ce que vous devez retenir, c'est que lorsque les parties sont en négociation pour la négociation de convention collective, il y a un principe de gel statutaire qui doit être respecté. Ça n'empêche pas l'employeur d'opérer, c'est d'assurer la continuité de ses opérations, mais ne peut pas modifier les salaires ou autres conditions de travail alors que les parties sont en négociation, sauf lorsque juridiquement, légalement, parce que, par exemple, les parties sont en position de grève ou lockout, là, à ce moment-là, l'employeur pourrait faire des modifications. Et évidemment, pour les employeurs qui sont tenus, comme le syndicat, de référer leurs différends à un arbitre. Par exemple, les hôpitaux, si on arrive à titre d'exemple, l'employeur ne peut pas modifier les conditions de travail parce qu'il imposer de nouvelles conditions, parce qu'il y a un régime de règlement des différends. La possibilité de faire une grève ou lockout n'existe pas dans certains secteurs, étant donné le cadre légal et le cadre juridique de certaines lois applicables dans les circonstances. Donc, ensuite de ça, l'obligation de négocier de bonne foi. Donc, ce que ça veut dire, c'est de faire des efforts raisonnables. Puis ça, c'est un principe qu'on retrouve dans toutes les lois au Canada. On parle de faire des efforts de bonne foi, des efforts raisonnables. Donc, ce que ça veut dire, c'est ça ne veut pas dire que vous devez conclure une entente, mais vous devez démontrer que vous faites des efforts raisonnables pour conclure une entente. Là. Et donc, ce n'est pas des efforts surhumains, mais par exemple, vous faites une proposition dans laquelle vous évaluez vos comparateurs et vous dites, écoute, on offre ce qu'une autre convention collective prévoit ou d'autres conventions collectives prévoient, la position de l'employeur, elle est raisonnable, donc ce n'est pas des positions qui ne sont pas inusitées et qui sont essentiellement des positions qui ont pour objectif de faire en sorte que la négociation soit non concluante. Là. Donc, il y a une obligation de faire des efforts raisonnables, non surhumains, mais de faire des efforts raisonnables de conclure une convention collective. Donc, au niveau des étapes de la négociation de la convention collective, donc au niveau à la table de négociation, donc on dit à la table, on se rencontre, soit en présentiel ou virtuellement. Donc, il y aura les représentants de l'employeur puis les représentants du syndicat qui vont s'asseoir pour négocier soit la première convention collective ou le renouvellement d'une convention collective qui est venue à échéance. Donc, lorsqu'on parle de négocier une convention collective, c'est important d'établir certaines règles de base. Là. Donc, il faut être courtois, respectueux à la table. Lorsqu'on conclut des ententes à la table, on va négocier ce qu'on appelle un article convenu. Et donc, une modification à la convention collective ou dans le cadre d'une nouvelle convention collective, un nouvel article qui va être signé par les deux parties. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recueille tous les articles qui ont été convenus au cours des négociations, puis à la fin, on va négocier un protocole d'entente dans lequel on va dire les parties ont conclu une convention, qu'on vient de la recommander à leurs parties respectives, donc dans le cas du syndicat à leurs membres, puis dans le cas de l'employeur, peut-être un conseil d'administration, à moins que l'employeur ait déjà le mandat. Et ces articles convenus-là
avec la convention collective qui est échue, en présumant qu'il y a une acceptation de cette entente-là, vont faire foi de la nouvelle convention collective. Donc, c'est important de de tenir compte de tous les articles qui ont été conclus et de les signer au fur et à mesure. Donc, l'employeur signe et le syndicat signe dans laquelle on signe la modification à la convention collective. Puis, dans le cas de nouvelle convention collective, ce serait le nouvel article qui va s'appliquer. Donc, c'est important que chaque partie soit préparée. C'est important de prévoir des rencontres de négociation. C'est important qu'une seule partie parle à la table, donc que vous ayez un seul représentant qui parle au nom de votre comité pour assurer une cohérence là, au niveau du déroulement de négociation. C'est important de voir, observer le comportement de l'autre partie, souvent le non-verbal aussi. Important de tenter de comprendre la position de la partie adverse. Donc, vous avancez ça, expliquez-nous pourquoi vous faites cette demande-là, sur quelle base, est-ce que vous avez un comparateur, est-ce qu'il y a d'autres organisations qui ont une clause semblable? Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi de votre demande? Donc, c'est important de tenter de comprendre pourquoi l'autre partie propose, fait une proposition, puis souvent, ça peut vous aider à soit accepter la proposition, faire une contre-proposition ou expliquer à l'autre partie pourquoi vous ne pouvez pas l'accepter. Puis, en revanche, la partie qui fait cette proposition-là, on leur pose des questions, puis on constate qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de raison qui sous-tend de manière ou de raison justifiable ou raisonnable, et puis ça peut les amener à décider de retirer leur proposition ou de faire une proposition qui est plus raisonnable dans les circonstances. Donc, l'importance de poser des questions. Et c'est important aussi d'écouter, de ne pas réagir sur le moment, de prendre le temps d'écouter et vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions sur le champ. Vous écoutez les propositions de la haute partie, vous dites OK, c'est très bien, je vais en discuter avec mon comité. Je vais vous revenir, soit la journée même ou peut-être dans le cadre d'une prochaine journée de négociation. Donc, il y a réellement un déroulement qui se fait, qui doit être, on doit comme avancer à une bonne vitesse, mais pas trop rapidement, parce que sinon, on est en train de signaler à l'autre partie qu'on est désespéré de régler. Donc, il y a toute une question de stratégie de négociation qui est vraiment importante. Et mais encore une fois, l'importance de poser des questions, d'écouter, de prendre des bonnes notes et de toujours être respectueux à la table. Ça, c'est un principe de base. Ça ne coûte rien d'être gentil, c'est souvent ce que je dis là. Et puis, s'il y a des positions que vous constatez qui sont déraisonnables ou l'autre partie agit de manière déraisonnable ou a un ton irrespectueux, vous êtes en droit de dire tout simplement, écoutez, je pense qu'on va prendre une pause pour la journée, on va quitter, on va reprendre. Donc, toujours garder le contrôle de la situation et garder un contrôle de ses émotions, même s'il y a des choses qui sont dites à la table qui pourraient être frustrantes. Donc, l'important de toujours rester de la maîtrise essentiellement de ses émotions dans le cadre du processus de négociation. Donc ensuite, si on n'arrive pas à conclure une entente librement, à ce moment-là, on peut faire appel, si la loi le permet. Donc, par exemple, en Ontario, on a cette option-là, la conciliation, la médiation. Donc, on peut faire appel à un conciliateur du ministère du Travail pour venir aider les parties à conclure une entente. Cette personne-là ne peut pas imposer un règlement, mais aide à conclure une entente. Donc, une tierce partie qui va nous aider essentiellement à raisonner l'autre partie. À moins que les parties aient la possibilité d'aller en arbitrage d'intérim, à ce moment-là, la conciliation va être le prérequis à une grève ou un lockout. Donc, on ne peut pas faire la grève ou le lockout à moins de passer par le processus. Conciliation, c'est le cas au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'île du Prince-Édouard, à Saskatchewan, donc, entre autres. Donc ensuite, lorsqu'on parle de grève ou de lockout, donc c'est un moyen de pression essentiellement économique pour forcer l'une ou l'autre des parties à concéder, à faire certaines concessions. Avant de pouvoir faire la grève, ça exige que les parties aient
négocier. Puis ça va être prescrit dans les lois sur les relations de travail de chacune des provinces. Ce qui est, puis il va y avoir des variabilités comme dans chacune des provinces au niveau des délais. Et comme j'expliquais, le droit de faire la grève ou de lockout, à moins que vous ayez l'option d'aller en arbitrage d'intérêt, l'obligation d'aller en conciliation au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan, c'est une obligation qui est prérequise, là. Et avant que le syndicat puisse faire la grève, il doit avoir un mandat de grève. Donc, il doit faire un vote, là. Donc, ça existe dans l'ensemble des provinces. Il y a toujours aussi l'option de faire ce qu'on appelle un vote sur la dernière offre. Donc, essentiellement, de communiquer directement aux membres, des employés, l'offre de l'employeur. Donc, un vote supervisé. Et si la majorité des employés acceptent cette offre-là, à ce moment-là, il y a une convention collective qui va lier les parties. Ce n'est pas une option qui est disponible dans toutes les provinces, mais dans la plupart des provinces, on a cette option-là, à l'exception de Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard, n'ont pas cette option-là d'un vote là, supervisé, vote final, là. Donc, voilà. Donc, ensuite, il y a dans certaines provinces où la possibilité, ils ont le droit de faire la grève ou un lockout, mais avant de faire la grève ou le lockout, ils doivent négocier ce qu'on appelle une entente de service essentiel. Et ça a pour objectif d'assurer la sécurité du public, là. Donc, le meilleur exemple, par exemple, ici en Ontario, avec les paramédics qui ne peuvent faire la grève ou l'employeur ne peut faire un walkout à moins de négocier une entente de service essentiel. On a, par exemple, en Alberta, où on doit négocier, à titre d'exemple, une entente de service essentiel dans le secteur hospitalier, les agences de santé provinciales, les soins de santé, etc. Et puis, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et au Québec, puis en Saskatchewan, ont tous des dispositions qui vont traiter de cette question-là, de l'obligation de négocier des services essentiels. Puis ce que ça veut dire concrètement, c'est que les parties qui sont considérés, les employés plutôt qui sont considérés comme essentiels ne peuvent pas faire la grève. Des fois, ça peut être un pourcentage, un nombre d'employés qui doivent être disponibles pour répondre, etc. Donc, et dans certaines circonstances, comme vous pouvez le voir à la dernière puce, la loi, tout dépendamment des provinces, évidemment, mais ça varie de province en province, on peut ordonner un arbitrage si essentiellement, lorsque le maintien des services ne peut être assuré, puis ça constituerait essentiellement une entrave substantielle à des négociations réelles. Donc, voilà. Autre considération, l'arbitrage. Donc, dans certaines provinces, donc, dont l'Alberta, l'Ontario et l'île du Prince-Édouard, on oblige les parties à aller en arbitrage d'intérêt. Donc, en Alberta, c'est les services ambulanciers. En Ontario, ce sont les hôpitaux, les soins de longue durée, maisons de retraite. Et puis, la même chose là, qui va s'appliquer à l'île du Prince-Édouard. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les parties ne peuvent pas faire une grève ou un lockout et ils doivent aller devant un arbitre, un juge essentiellement, mais ce n'est pas devant une cour supérieure, un arbitre qui va traiter des conditions de travail, va imposer des conditions de travail aux parties dans le cadre de cette négociation-là. Et cette décision-là de l'arbitre va faire foi de la nouvelle convention collective, là. Donc, puis autre option, les parties qui ne sont pas assujettis, par exemple en Ontario, à une loi comme HILDA, qui impose ce droit-là aux hôpitaux et autres employeurs du secteur de la santé qui sont assujettis à cette loi-là. Le parti pourrait dire, ben nous, on n'est pas tenu d'aller en arbitrage, mais volontairement, on va le faire pour éviter un conflit de travail, donc pour éviter une grève, pour éviter un lockout. Donc, ensuite,
Le prochain volet de la présentation, c'est les postes, toute la question des postes bilingues. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que il y existe dans certaines provinces des lois, comme en Ontario, il va y avoir une loi la loi sur les services en français qui exige que certains services soient fournis en français par certains organismes, et donc dans les régions désignées. Donc ça, c'est un cadre législatif, donc il va évidemment avoir une incidence sur la façon que les employeurs vont doter leurs postes, là. Et je vais en parler dans quelques instants. Donc, lorsque un employeur peut évidemment déterminer les compétences applicables pour un poste, bien, une de ces compétences-là peut être le fait de pouvoir travailler dans les deux langues officielles, étant donné la nature de la clientèle, là. Donc, il y a des griefs qui ont été déposés par les syndicats ou dans le cadre de processus d'affichage où les syndicats ont contesté le fait qu'un poste devait être bilingue, que l'employeur doit défendre, expliquer le pourquoi le poste doit être bilingue. Et donc, lorsqu'on va imposer des critères, des qualifications, dont la question de la langue, pour pouvoir le justifier et expliquer pourquoi c'est nécessaire. Donc, le type de clientèle, le fait qu'on soit, par exemple, une région ou un organisme qui doit fournir des services en français, etc. Donc, le, euh, donc il y a différentes approches. Donc, évidemment, il y a le droit au service en français dans la langue de son choix. Le fait de devoir fournir des services en français dans certaines régions désignées, ou des fois, ce n'est pas prévu par une loi, mais il y a eu des décisions qui ont été rendues étant donné l'application de la charte à certains organismes, la Charte canadienne des droits et des libertés, où on doit fournir des services en français. Donc, au niveau des lois, par exemple, au Nouveau-Brunswick, le droit d'avoir droit au service dans la langue de son choix. Donc, ça existe au Nouveau-Brunswick. L'Ontario a une loi qui prévoit où les employeurs doivent, qui sont assujettis à certaines régions désignées, fournir des services en français. Donc, c'est le cas de l'Ontario, c'est le cas au Manitoba, c'est le cas en Nouvelle-Écosse, c'est le cas à l'île du Prince-Édouard. Il y a des droits l'obligation de fournir des services en français, pas nécessairement pour des services dans le secteur de la santé, mais par exemple en Alberta, à Terre-Neuve et en Saskatchewan. En Colombie-Britannique, il n'y a pas de loi qui traite des services en français, mais il y a, comme je l'expliquais, par des décisions des tribunaux qui vont traiter de ces questions-là. Donc, même s'il n'y a pas de loi applicable, par exemple en Alberta, il y a ce qu'on appelle Alberta Health Services, et puis où on va se donner comme mandat de fournir à certaines communautés des services en français. Et puis la plupart là, des lois où on prévoit l'obligation de fournir des services en français, on parle d'une offre active là, des services. Puis ça, c'est en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, l'île du Prince-Édouard, et en Saskatchewan. Ensuite, la question de la désignation des postes désignés, c'est ce que je vous expliquais au niveau des conventions collectives. Donc, l'employeur, en vertu d'une convention collective, a des droits de gestion, donc a le droit de gérer ses opérations, sujet évidemment aux dispositions précises et spécifiques de la convention collective. Et entre autres, l'employeur a le droit de désigner certains postes comme étant bilingue ou l'exigence du bilinguisme. Évidemment, il faut que ce soit raisonnable et qu'il y ait une justification pour qu'un poste soit spécifiquement désigné bilingue. Donc, l'employeur a le droit de faire ça, mais toujours sujet au dépôt d'un grief si, par exemple, le syndicat estime que c'est une mesure détournée qui est non justifiée alors qu'il n'y a pas de nécessité de pouvoir parler en français. Là. Donc, dans un milieu syndiqué, comme vous pouvez voir, et c'est dans le cadre du processus d'affichage des postes où on va voir ça, il y a des décisions arbitrales qu'on a eues ces questions-là ont dû être débattues, notamment dans le secteur de la santé.
D'ailleurs, une décision avec l'hôpital d'Ottawa où cette question-là a fait l'objet de griefs et de décisions arbitraires. Là. Évidemment, on peut, dans le cadre de la négociation de la convention collective, négocier des clauses qui vont donner plus de flexibilité à l'employeur au niveau de la détermination des compétences et des qualifications sous-jacentes à un poste, dont la question linguistique. Donc, c'est toujours important dans le cadre d'une convention collective pour un employeur de se donner le plus de flexibilité possible pour assurer une gestion de ces opérations qui est efficace et qui répond de manière rapide aux besoins de sa clientèle et de son mandat, soit législatif ou le mandat qui est confié par le conseil d'administration. C'est important. Sébastien, excuse-moi de t'interrompre, juste Oui, pour dire qu'il nous reste moins de 10 minutes avant de oui. finir. Bon, parfait. Merci, Adam. Je vais essayer de compléter là, le plus rapidement possible. Là. Donc, important aussi pour qu'on parle de bilinguisme, d'avoir une politique sur le bilinguisme, de communiquer aux syndicats l'importance du bilinguisme, évidemment d'introduire des occasions de formation pour faire en sorte que les employés puissent bonifier leurs compétences linguistiques, dont l'apprentissage du français ou de l'anglais selon le cas. Et puis, évidemment, toujours selon les dispositions de la convention collective, de consulter aux besoins du syndicat lorsque nécessaire et si requis. Donc, la dernière partie de la présentation, c'est sur la question de la préparation pour la négociation. Donc, essentiel de bien se préparer, déterminer quels sont les objectifs. Donc, c'est quoi la stratégie de négociation? Qui va faire partie de l'équipe? Et puis, il faut recueillir les informations nécessaires à la préparation de cette convention collective. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, important de savoir c'est quoi les besoins d'organisation. Donc, c'est quoi les besoins que vous devez adresser pour répondre à des problématiques en milieu de travail. On doit faire ce qu'on appelle un audit de la convention collective. Est-ce qu'il y a des clauses qui posent problème? Est-ce qu'il y a des clauses qui ont donné lieu à des griefs? Quels sont les problèmes qu'on constate régulièrement, qui donnent lieu à des conflits ou qui sont soulevés dans le cadre des rencontres patronales syndicales? Important de consulter les membres de l'équipe de gestion, de leur demander de vous fournir leur rétroaction par rapport aux problématiques qu'ils ont vécues pendant la convention collective et de garder, ça s'appelle un cahier des problématiques observées au cours de la durée de la convention collective. Puis évidemment, tenir compte de l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les rondes antérieures, donc les négociations antérieures, les propositions qui ont été faites, qui ont été rejetées, donc, etc. C'est important de bien connaître où vous situez par rapport à vos collègues qui font le même travail. Donc, quand je dis collègues, les autres employeurs dans le secteur de la santé qui font le même travail que vous. Est-ce qu'il y a eu des règlements récents, des décisions qui ont été rendues, regarder les conventions collectives, comparer les conditions de travail, bien connaître ce qui se fait ailleurs pour être en mesure de bien expliquer et de justifier votre position à la table. Ça, c'est vrai tant pour les questions économiques que pour les questions normatives, donc les conditions de travail qui ne sont pas liées à une question financière, mais qui sont non économiques. Par exemple, l'ancienneté, le processus d'affichage, etc. Donc, vous devez tenter d'anticiper les plaintes qui vont être déposées par le syndicat, d'anticiper, par exemple, les demandes qui vont être faites par le syndicat. Puis pour ce faire, on va regarder est-ce qu'il y a eu des plaintes, est-ce qu'il y a eu des griefs qui ont été déposés. On va regarder les conditions de travail normatives dans le secteur dans lequel vous opérez. Est-ce qu'il y a des tendances qu'on observe? Et évidemment, il faut évaluer les coûts. Donc, il faut évaluer notre budget, évaluer les demandes du syndicat, expliquer au syndicat vos demandes représentent une augmentation de notre budget de X. Là. Donc, c'est important de bien chiffrer essentiellement ce qui est demandé par le syndicat. Alors, pour démontrer qu'on fait un travail sérieux, structuré et ordonné et qu'on fait nos devoirs essentiellement.
Ensuite, vous devez évaluer qui va faire partie de votre équipe de négociation. Donc, donc, on va avoir une personne qui va être le porte-parole, peut-être une personne aux finances, une personne aux ressources humaines, une personne aux opérations. Vous devez vous assurer d'avoir un mandat. C'est quoi votre mandat à la table? Donc, aller chercher le mandat du conseil d'administration, de la direction générale selon le cas. On veut limiter les communications. Donc, lorsque les négociations sont en cours, on ne va pas parler aux autres employés de ce qui se passe. Donc, on veut contrôler de ce qui se fait. Donc, de garder la communication à l'interne, donc à l'interne au sein de votre équipe de négociation. Évidemment, vous devez anticiper, planifier quand utile s'il y a un conflit de travail. Donc, il faut se préparer en conséquence, là. Ensuite, au niveau des tendances, donc au niveau de la négociation, puis je termine avec ça. euh, donc, il faut considérer le contexte inflationniste, l'augmentation des coûts liés au règlement, donc les règlements, les ententes qui ont été conclues à la table. Donc, on remarque avec la COVID, l'inflation, une augmentation significative des salaires qui a eu lieu pour les années 2022 à 2025. Donc, cette période-là au cours des 5 dernières années, on a observé une augmentation importante des salaires. Là, on observe que les salaires commencent, les augmentations commencent à plafonner étant donné le contexte économique actuel, là. Puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'au cours des dernières années, l'augmentation du nombre au niveau des conflits de travail, étant donné le contexte économique et le contexte inflationniste qu'on a tous vécu là. Donc, étant donné ce contexte-là inflationniste, on a remarqué une augmentation des actions syndicales, donc soit des moyens de pression, des grèves, lockout, etc. Puis on a observé des conflits de travail au Québec, au Manitoba, en Ontario, évidemment, en Ontario, en raison du régime d'arbitrage d'intérêt, les règlements se sont faits par le biais d'arbitrage, mais quand même une augmentation là, de situations de conflit de travail en raison là, du contexte économique difficile et inflationniste, là. Donc, ça conclut ma présentation. Donc, évidemment, si vous avez des questions, ça ferait plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Sébastien. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps parce que la présentation était plus que complète. C'était un plaisir. On n'a pas trop le temps de prendre une question de Madame Lise Richard, donc je la lis. À ma connaissance, le Nouveau-Brunswick ne peut pas, par loi, faire une offre active de services dans les langues officielles, puisque la population a le droit de recevoir les services dans la langue de leur choix. Est-ce qu'à votre connaissance, ceci a changé? J'ai pas connaissance là, si ça a changé parce que, comme Mme Richard l'a bien noté, il y a une obligation au Nouveau-Brunswick pour les personnes qui veulent recevoir des services dans la langue de leur choix, une obligation d'offrir ce service-là, là. Donc, c'est pas une situation d'offre active, là. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Sébastien. Malheureusement, donc on doit terminer ce webinaire parce qu'il y a une autre rencontre qui se profile à 13 heures. Mais donc, j'en profite quand même pour vous adresser donc, mes remerciements pour votre disponibilité, pour cette Et présentation très complète. Et pour vous dire que pour les personnes intéressées, ce webinaire sera offert en anglais la semaine prochaine, donc le mercredi 11 juin à partir de midi, heure de l'Est. Sébastien sera à nouveau notre invité. Merci à vous et merci au réseau de Franco Santé du sud de l'Ontario aussi pour avoir aidé à organiser ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Sébastien, merci tout le monde. Au revoir. merci beaucoup.